Je range mon bureau numéro 133, on est le 3 juillet 2026 et depuis la précédente vidéo, eh bien, nous avons traversé deux canicules qui m'ont en fait, avec le reste, le travail, tout ça, complètement tabassé. Vraiment, j'ai du mal à m'en remettre et il paraît qu'on va en avoir une nouvelle couche. Voilà, voilà, ça fait 30 ans d'inaction climatique, de travail des lobbies, voilà, les méga-bassines, l'agro-business, l'artificialisation des sols, qui est un des facteurs vraiment extrêmement importants de ce qui rend les villes, et pas que les villes, complètement invivables, dès qu'il fait un peu chaud, et maintenant il fait très chaud. Voilà, bon, bref, on connaît les causes politiques et environnementales de tout ça, et l'absence de volonté politique derrière, et maintenant on en paie les pots cassés, et ça ne fait que commencer, et c'est très déprimant aussi. Bien, je ne fais qu'enfoncer des portes ouvertes, enfin en l'occurrence, ça serait bien que ça soit si évident que ça, et surtout que de l'action a été faite depuis longtemps, mais bon, c'est comme ça. Alors, je vais essayer quand même d'être un peu plus positif, et peut-être en essayant de parler de ce que je fais ici sur cette chaîne vidéo dans laquelle dans laquelle je blablate et pour laquelle je réussis à parler depuis 1 minute et demie pour ne rien dire, ou pour pas dire grand-chose, en tout cas pour ne pas parler de livres. Donc je vais vous parler de livres, et peut-être que j'arrêterai de parler pour rien dire ou de dire des bêtises, on ne sait pas. Je reviens des rencontres des études africaines en France, organisées par le CNRS et le GIS, groupe d'intérêt. Alors je ne sais jamais si c'est spécifique ou quoi, vraiment le GIS, études africaines. Et j'en reviens avec un beau t-shirt, un petit salut amical et cordial à toute l'équipe d'organisation et notamment à Kadiatou Barry, sans laquelle absolument rien ne se passerait convenablement. Voilà, c'était les REAF, comme on dit, les 9e rencontres d'études africaines en France, c'était à Aubervilliers. Et les REAF, dont j'ai déjà parlé après mon retour de l'édition de 2024 à Nice ou de 2022 à Toulouse, elles ont lieu tous les 2 ans, à chaque fois dans une ville universitaire différente. Et là, c'était donc sur le campus Condorcet à Aubervilliers. Et c'est l'occasion, effectivement, c'est le nom, hein, de rencontrer des africanistes de plein d'horizons différents et surtout de plein de spécialités différentes. Alors, c'est normalement l'occasion de mettre en pratique ou de mettre comme ça un peu en écho, en résonance, les convergences, les divergences, les différences entre différentes disciplines et d'interroger vraiment la question de la pluridisciplinarité dans le champ des études africaines. Et voilà, et bon, moi je suis allé assister à des ateliers sur les questions de recherche-création, voilà, de sciences sociales, d'archéologie. J'ai entendu des communications par des historiens ou des historiennes, des sociologues, des littéraires aussi. Et puis j'animais un atelier qui s'intitulait Abdul Razak Gourna, 5 ans après le prix Nobel. Et à cette occasion, je m'étais notamment replongé dans Pilgrim's Way, puisque la plus récente traduction parue en français par Cécile Leclerc chez De Noël, c'est La Voix des pèlerins. Il se trouve que c'est un des romans de Gourna que j'aime le moins, c'est un de ses romans les moins réussis. Bon, De Noël entreprend de publier presque maintenant dans l'ordre chronologique de parution tous les Gourna inédits, et il y en a encore pas mal. Voilà, donc l'atelier était l'occasion de travailler avec deux collègues. Il y a, outre moi qui ai parlé des questions de réception et de traduction depuis 2021, il y avait aussi Pierre Leroux de l'Université Paris-Nanterre et puis Manfred Leumayer de Heidelberg. Donc voilà, on a pu échanger à ces sujets, puis il y avait d'autres ateliers très intéressants. Lors de ces réaf, donc, comme on dit, j'ai aussi présenté, alors ça sera peut-être la dernière fois, c'était peut-être la clôture, alors sans Patricia Ouefagrange, ma co-traductrice préférée, j'ai voilà, présenté, donc je disais peut-être pour la dernière fois, ça clôt peut-être le cycle de rencontres qui a commencé fin avril à Bordeaux, de rencontres autour de notre sœur Rabat-Joie. Et oui, je redégaine pour la 175e fois dans ces vidéos ce petit exemplaire, ce petit livre qui était l'actualité, on va dire éditoriale, mais aussi de recherche pour moi, puisque c'est un livre, je le rappelle, qu'est-ce que je fais? Je ne le tiens pas dans le bon sens, puisque c'est un livre, Our Sister Killjoy d'Ama Taïdou, sur lequel je travaille depuis bientôt 30 ans, et ça y est, on l'a co-traduit, mais normalement, vous n'avez pas pu échapper à ça. Alors, j'ai présenté le livre, la traduction, en une petite demi-heure. C'était dans le cadre des présentations d'ouvrages. Il faut savoir que les réaf, c'est
les réaf, hein, pour ceux qui ont raté le début de la vidéo. Voilà, tiens, allez, on regarde. Est-ce qu'on voit le dos du t-shirt aussi? Euh, voilà, je fais vraiment n'importe quoi aujourd'hui. Bon, j'allais dire c'est la fatigue qui parle, mais je fais un peu toujours n'importe quoi. Donc, il faut savoir que les rencontres d'études africanistes, il y a à chaque fois 7 ou 8 ateliers, parfois 9 ateliers en simultané, plus des projections de films avec des débats autour de ces films. Et puis, il y a aussi des présentations d'ouvrages, généralement des présentations de revues ou d'ouvrages universitaires. Moi, j'avais proposé de présenter, c'est un peu inhabituel, un texte de fiction traduit, histoire de mettre un peu en avant, d'insérer un peu dans ces rencontres, dans ces présentations d'ouvrages, la pratique de la traduction. Et je me dis, finalement, c'est la troisième fois que j'assiste au REAF, j'ai participé aux 7e, 8e et 9e rencontres d'études africaines en France, et je me dis qu'en fait, il faudrait un petit peu plus militer, comment dire, euh, insérer dans le programme des REAF, mais simplement en proposant des ateliers, et je vais m'y employer dès la prochaine édition, une vraie réflexion sur des questions de traduction, parce qu'elles sont souvent présentes en filigrane ou en marge comme ça d'un certain nombre d'ateliers, ces questions de circulation linguistique, de plurilinguisme, de traduction et d'auto-traduction, qui sont, je le rappelle, vraiment mes centres d'intérêt de recherche par rapport à l'Afrique subsaharienne depuis maintenant quelques années. Mais en fait, voilà, il faudrait en fait, voilà, susciter des vocations pour que ces thématiques et ces aires de recherche et ces centres d'intérêt soient un petit peu plus représentés dans les REAF. Et on se donne donc rendez-vous en 2028. J'y réfléchis activement et je ne suis pas tout seul à y réfléchir. Voilà, donc c'était pour redire, donc dans les rencontres, j'ai pu présenter notre sœur Rabat-Joie. Il y avait une dizaine de personnes, ce qui est pas mal du tout en fait, vu l'offre extrêmement importante qu'il y a par ailleurs. Un certain nombre de questions et notamment un échange très très instructif avec Kadiatou Bari, que je salue et qui est vraiment très chouette et qui m'a dit qu'elle allait acheter le livre et il se trouve que Kadiatou, elle a un autocollant Killjoy Feminist sur sa coque de téléphone portable, ce que je n'avais pas vu. Il paraît qu'elle l'avait déjà à Nice il y a 2 ans et qu'on lui avait déjà d'ailleurs fait la remarque sur cet autocollant. Alors je le rappelle très rapidement, le Killjoy Feminism, théorisé par Sarah Ahmed il y a quelques années, ça a été traduit en français, un manuel féministe rabat-joie. Voilà, il faut savoir que Sarah Ahmed, qui a théorisé le féminisme rabat-joie, elle a pris l'idée et la terminologie et une partie en fait de l'axe de conceptualisation chez qui? Chez Ama-Ata Aidoo, 1977, 2026 en traduction française, chez Rodbo Creek. Donc voilà, si vous aviez raté l'info, je ne sais pas comment vous vous êtes débrouillé, parce que ça veut dire que je ne vous ai pas assez saoulé sur les réseaux, eh bien c'est l'occasion de se réveiller. Voilà. On continue, toujours retour des réaf. Retour des réaf, j'ai acheté des livres, j'en ai même déjà lu, parce que y a des soirées à l'hôtel, je fais pas que regarder du foot, il y a des voyages en train, puis il y avait des temps morts aussi, par moment pendant les rencontres. Donc j'ai acheté et lu ce livre que j'avais vu passer, Chers ancêtres, d'Isis Labo Kaberia, contre-histoire des résistances féminines et anticoloniales, et dans lesquelles, en fait, l'autrice, Isis Labo Kaberia, que je ne connaissais pas, qui a écrit déjà quelques livres, dont un roman jeunesse, elle part en fait de tout l'itinéraire familial, hein, le fait que elle part des données qu'elle a pu retrouver concernant l'affranchissement de son ancêtre, Victorine Labo. Alors j'avoue qu'à un moment donné, elle remonte la généalogie, mais je ne sais plus à combien de arrière on est, mais c'est en 1840, donc elle est affranchie avec ses 5 enfants, et ça se passe en Martinique, donc dans la colonie de Martinique. Et donc, à partir d'un certain nombre de questions que s'est posé Isis Labo-Kaberia, à partir de son itinéraire personnel, de souvenirs d'enfance, de très belles pages, d'ailleurs, elle commence aussi par la relation très particulière qu'elle entretenait avec sa grand-mère. Voilà, elle va remonter le fil à travers son histoire personnelle d'un certain nombre d'éléments qui sont des éléments d'histoire collective des sociétés esclavagistes, coloniales, engagistes et post-esclavagistes. Et alors évidemment, ça tape dans des choses que je connais bien et sur lesquelles je lis pas mal. Et je pense qu'en fait, c'est un livre. Alors, je ne sais pas si c'est un livre qu'on peut mettre entre les mains de quelqu'un qui n'a jamais rien lu sur le sujet, parce que même si elle entre par son itinéraire personnel et par des éléments autobiographiques et biographiques de sa famille, néanmoins, je pense que les connexions sont faites assez clairement, mais c'est peut-être pas voilà, la meilleure introduction. Il faut peut-être commencer par avoir quelques connaissances avant, pas beaucoup, mais quelques connaissances avant.
Mais voilà, c'est un livre que j'ai trouvé vraiment très, très instructif et très intéressant. Chers ancêtres d'Isis Labocaberia, et c'est chez Grasset. Euh, voilà, je dis rien sur les éditions Grasset, qui n'ait été dit déjà. Un livre d'une collègue que j'ai rencontré lors des précédentes réaf, voire même encore avant. Donc on a discuté à plusieurs reprises, je l'ai entendu communiquer déjà. C'est Cécile Van den Haven, et donc dans la collection Africae. Alors je ne sais pas si c'est Africae, non, c'est c'est la maison d'édition Africae. Donc il y a ce livre qui est une réédition en quelque sorte d'un. C'est une édition révisée et augmentée. Il y a écrit édition, révision et augmentée, une petite coquille. C'est une édition révisée et augmentée d'un ouvrage paru aux éditions Vendémiaire en 2017, voilà. Et donc de la bouche même des indigènes, échanges linguistiques en Afrique coloniale. Et alors c'est un livre vraiment que je... Alors, ça se lit pas comme un roman, j'allais dire ça, en fait, alors qu'en plus je déteste cette expression, parce qu'il y a des romans qui se lisent pas bien du tout, hein, et qui peuvent être d'excellents romans d'ailleurs, hein, le fait que ça se lise bien ou facilement n'est pas en soi un critère. Enfin, ça se lit vraiment de manière très plaisante, très suivie, et ce qui est intéressant, moi, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est que ce livre, il remonte au 18e, 19e siècle, début du 20e siècle, sur des thématiques qui, moi, m'intéressent énormément, qui sont bien sûr les contacts entre les langues européennes et les langues non européennes, bien sûr dans le contexte colonial, donc dans un contexte évidemment hiérarchisé de suprémacisme linguistique, il faut quand même le dire. Et donc il y a énormément, alors il y a énormément de textes, elle cite énormément de textes, elle renvoie d'ailleurs vers par des QR codes vers les versions même un peu plus longues de ces textes, voire vers les je ne retrouve pas le mot, ça m'agace, la fatigue c'est quelque chose, vers le facsimilé, voilà, heureusement j'ai pu feuilleter le livre. Donc par exemple, voilà, elle cite et elle travaille beaucoup sur le vocabulaire de la langue mandingue de Mungo Park, qu'il a inséré dans ses récits de voyage à la fin du XVIIIe siècle, me semble-t-il, et donc elle le redonne, elle redonne le, le texte avec les colonnes, et puis elle envoie, il y a le lien, ici c'est pas un QR code, elle renvoie par un lien web vers le site d'archive, le site de dépôt en ligne, de texte en ligne qui permet de le récupérer. Alors je n'inventais pas totalement le fait qu'il y avait des QR codes, je vais vous le montrer. Par exemple, il y a l'avertissement qui plaçait en tête de l'essai de manuel pratique de la langue mandé ou mandingue de Maurice Delafosse en 1901, dont elle cite des extraits, voilà, c'est la page 120 à la page 124, et je trouve que c'est très précieux le fait que ce livre, qui propose des analyses, qui propose une remise en contexte historique, propose aussi quand même de citer assez amplement les textes, et puis renvoie, donc c'est ce que je dis, hop là, QR code, vers chapitres et transcriptions complètes des documents à retrouver à la page, clac, lien URL, et puis même carrément QR code. Donc voilà, donc c'est un livre vraiment très intéressant, extrêmement bien structuré. Alors, si on veut aller lire, plutôt faire des coups de projecteur ou retrouver, moi je sais que quand je vais retravailler sur ce livre, en fait, juste la structure des chapitres, ça va être très pratique. Les langues de l'exploration, conquérir par les mots, l'armée laboratoire linguistique, l'œuvre linguistique des missionnaires, donc c'est intéressant parce qu'elle va quand même essayer de séparer la manière dont l'armée a traité cette question à traiter la question de l'imposition de la langue coloniale, mais en essayant malgré tout de tenir compte des langues africaines pour pouvoir évidemment conquérir les territoires. Et donc ensuite, voilà, les missionnaires, l'œuvre linguistique des missionnaires, de la langue à l'ethnie, ça c'est d'ailleurs le chapitre central. C'est évidemment une des questions les plus complexes et les plus intéressantes aussi dans cette question-là. C'est en fait comment on va avoir une fabrication de l'ethnicité à partir en fait une fabrication de l'ethnicité, j'ai envie de dire presque une fabrication de l'ethnologie. Alors ça dépasse pour le coup là le propos de Cécile Van den Haven, mais ça s'inscrit dans ces recherches-là, dans ces questionnements-là bien sûr. Écrire sa langue dans celle de l'autre, ça, voilà, toutes ces questions. Moi je travaille, je ne vais pas revenir dessus en détail, mais je travaille en ce moment beaucoup, comme on le sait, sur et avec
sur l'œuvre de et avec l'écrivain Patrice Nganang, bon, évidemment, on est totalement dans ce... Et donc, ça réhistoricise et ça recontextualise des choses dont Patrice Nganang parle, mais pour une période beaucoup plus contemporaine. Donc tout ça est très intéressant, vraiment. De l'authenticité du petit nègre, la fabrique, alors évidemment avec des guillemets, hein, mais il faut savoir que le petit nègre, ça a vraiment été un terme qui a été employé, qui correspondait à quelque chose, qui a été une sorte de fabrication euh, qu'on a tenté de faire correspondre au pidgin ouest africain, sauf qu'en fait, il a été entièrement, presque entièrement fabriqué par les colons, ce qui est une différence fondamentale avec le pidgin ouest-africain. La fabrique du français aofien, donc là c'est AOF, c'est l'Afrique occidentale française. Et enfin, l'Empire vous répond, puis une conclusion. Donc voilà, donc c'est un texte que j'étais très content de trouver et de lire. J'étais très content surtout de faire enfin un peu l'effort de lire un des livres d'une des personnes. Alors, c'est pas la seule, hein, mais voilà. Mais c'est vrai qu'on fait beaucoup de rencontres lors des rencontres d'études africaines en France. Et bah, parfois, on n'a pas toujours le temps d'aller vraiment lire dans le détail, de manière plus approfondie, la recherche des gens qu'on a entendus, avec qui on a discuté et qu'on a rencontrés. Et donc, c'est cool d'avoir pu le faire. Sans rapport avec les études africaines en France, donc là on change de sujet, dans le train qui me conduisait en fait à Paris, j'ai fini de lire ce livre qui vient d'obtenir le prix Maya du roman ou du récit animaliste, Wallaby d'Antoine Filias. Alors j'ai eu envie vraiment de lire le roman parce que j'ai passé un petit moment à la Vegan Place de Tours samedi dernier, alors que la chaleur commençait à diminuer un petit peu, mais j'ai trouvé ça quand même intolérable. J'étais vraiment encore crevé, je trouvais la chaleur vraiment pénible. Ça, je pense que c'est un signe effectivement du fait que l'organisme supporte plus le truc, c'est que tu es à 36, en fait tu vois plus la différence avec le 42 à l'ombre de l'avant-veille, quoi. Bref, et donc à la Vegan Place, eh bien, étaient remis les lauréats du prix Maillet, étaient célébrés, étaient remis les prix dans les 3 catégories, hein, puisqu'il y a roman, enfin livre jeunesse, bande dessinée ou roman graphique, et puis enfin récit ou roman. Et donc ce petit roman d'Antoine Filias, comme Antoine Filias était présent, comme il y a eu une rencontre avec lui, qui sera d'ailleurs diffusée, qui a été enregistrée par Radio Campus, qui sera diffusée dans l'émission ABCD Veille, ou Veige, je ne sais jamais comment il faut dire. Voilà, donc Antoine Filias s'est pas mal exprimé sur son livre, il y a eu une lecture, et donc j'ai eu envie de lire le livre, et c'est vrai que c'est très malin, enfin c'est très astucieux comme livre, et voilà, donc il essaie de raconter en fait l'histoire d'une lignée de Wallaby depuis le point de vue d'un descendant de cette lignée de Wallaby en captivité en fait, et ça se passe en fait dans la région parisienne, principalement dans 2 lieux différents qui sont le château de Sauvage d'une part et le zoo de Thoiry d'autre part, avec toute la problématique beaucoup plus contemporaine des NAC, des nouveaux animaux de compagnie, qui est également intégrée là-dedans. Et c'est en fait, ouais, c'est vraiment c'est malin déjà. Tout le livre est très malin. Et puis moi j'ai trouvé ça bien écrit. Je m'attendais en fait à ce que ça soit un petit peu plus relâché, un petit peu moins convaincant du point de vue du style. En fait, j'ai plutôt été convaincu. J'ai trouvé ça vraiment pas mal du tout. Et voilà. Je pense que ce qu'il est important de dire, voilà, c'est que c'est un livre qui s'inscrit vraiment dans une vision anticapitaliste du monde. Donc ça veut dire que voilà, le point de vue narratif qui est adopté par celui du Wallaby, et dans lequel évidemment on a cette double voix, ce double entendre bah, du vrai narrateur humain qui est derrière, ou en l'occurrence du vrai auteur humain qui est derrière, Antoine Filias, qui d'ailleurs s'inscrit dans le texte, dans un passage très drôle dans lequel le Wallaby essaie de raconter qui est cet homme, mais du point de vue d'un non-humain, d'un animal non-humain. Bon, c'est d'ailleurs un passage très savoureux, et pas que savoureux, très intelligent aussi. Voilà, donc il faut savoir que le livre, il questionne vraiment la façon dont eh bien, les interactions entre animaux humains et animaux non humains, elle se fait depuis des générations et des générations, au prix évidemment là aussi d'un suprémacisme d'espèce, d'un suprémacisme spéciste, mais surtout bien entendu de logiques qui sont des logiques capitalistes. Voilà, Antoine Filias, Wallaby, c'est aux éditions Asphalt. Je voulais juste vous montrer, parce que voilà, on est le 3 juillet, et une des raisons pour lesquelles je suis fatigué, et je suis un peu, pas inquiet, on va pas dire ça, mais enfin,
comment le dire? J'ai envie d'être en vacances, voilà. Il y a rien de plus simple. Ça, j'en peux plus un peu. Et il me tarde d'être en vacances, mais j'ai beau être revenu donc de ces rencontres qui étaient un petit peu le point d'orgue normalement de mon année de recherche. Et puis bon, voilà, l'année de cours elle est terminée, les examens sont terminés enfin là, depuis la semaine dernière. Mais je ne suis pas tout à fait en vacances, même pas en vacances du tout. Pourquoi? Parce que lundi, on fait encore soutenir un mémoire de master. Alors c'est très amusant parce que cette année, je ne sais pas pourquoi, bon, je vais vous raconter ça quand même, tant pis, c'est la tambouille. J'ai une pile de livres, d'une vingtaine de livres à mes pieds là. Que bon, je ferai une autre vidéo, parce que c'est pas la peine de faire une vidéo trop longue et surtout pour qu'on sente la fatigue. Bon, je vais vous raconter mon boulot un peu, c'est pas très intéressant, mais c'est comme ça. Ouais, là, ça va être ma troisième soutenance de master, donc de master 2, hein, de M2, lundi matin. Et alors c'est amusant parce que cette année, j'ai participé, alors il n'y en a aucun qui était dirigé par moi, parce que je ne dirigeais pas de M2 cette année. Normalement, je dois en diriger un l'année prochaine. Mais en fait, ce qui est amusant, c'est que aucune de ces soutenances ne s'est faite avec des étudiants ou étudiantes préparant un master en études anglophones à Tours. D'habitude, voilà, quand je fais soutenir des masters, soit c'est ceux que je dirige, donc c'est évidemment en études anglophones à Tours, soit c'est à l'université de Tours, où je travaille depuis 23 ans, soit c'est des collègues qui me font venir dans le jury, mais c'est pareil, c'est des étudiants anglicistes. Ben là, pas du tout. J'ai fait soutenir un master à la demande enfin, à l'invitation de ma collègue de germaniste, Emmanuel Séjourné, et donc c'était sur des textes afro-diasporiques, on va dire ça comme ça vite fait. Bon, c'était pas en fait afro-diasporique, c'était plutôt post-colonial, la littérature de la migration, c'était super intéressant, en littérature allemande, la littérature germanique. La semaine dernière, je suis intervenu, donc j'ai été dans un jury, là pour le coup, plutôt de littérature francophone, mais avec un corpus qui là pour le coup était totalement africain. Donc il y avait un roman d'Alain Mabankou, un roman de Fatou Diom. Donc voilà, donc j'ai été invité par ma collègue Cécile Chapon dans ce jury. Et puis là, je vais faire soutenir un mémoire d'études anglophones mais de l'université d'Orléans. Donc ça va se faire en visio, ce que j'aime pas trop, mais bon, c'est comme ça. Et ça sera donc lundi matin. Je n'ai pas tout à fait fini de lire le mémoire de master en question, qui fait 170 pages en plus, en anglais. Donc voilà, j'en ai lu les 2 tiers à peu près. Donc voilà, j'ai encore ça à faire. Et puis surtout, c'est ce que je voulais vous montrer. Il y a ça sur mon bureau, et ça c'est quoi? J'ai pas commencé à y toucher. Je les ai reçus que la semaine dernière, et si vous avez bien suivi, oui, j'ai été absent toute la semaine, j'étais au boulot, mais pas à Tours. Eh bien, ça, c'est quoi? C'est les épreuves. De quoi? De ma nouvelle traduction qui va sortir en septembre. Bah, qui dit traduction qui sort en septembre, dit manuscrit rendu en mars, fin mars, début avril, dit premiers échanges qui ont eu lieu avec l'éditrice. Oui, tout ça a eu lieu, mais à la fin, bah, il y a les épreuves, c'est-à-dire à quoi le livre va vraiment ressembler. Et ça, il faut relire tout. Et on me l'a envoyé en PDF. J'ai demandé à en avoir un tirage papier parce que là, à un moment donné, moi, je ne peux plus faire ça sur écran. Oui, certes, ça ne sera pas sur écran, mais il va quand même falloir le faire. Voilà, et ça, c'est pour la mi-juillet. Donc, tant que j'aurai pas fini ça, je serai vraiment pas en vacances. Bien, je ferme la parenthèse. Mais j'ai envie d'être en vacances. Et c'est pour celles et ceux qui ne sont pas en vacances, je compatis, on est dans la même galère. Pour celles et ceux qui sont en vacances, bah, tant mieux, profitez-en. Je poursuis avec des livres qui n'ont rien à voir avec les études africaines. Ah si, ça va aller vite. Ah, ça va aller vite. Pourquoi? Parce que c'est des livres que j'ai prêtés pendant son séjour à mon collègue Sergio Diaz Menendez, qui est venu pendant un mois comme chercheur invité. Et celles et ceux qui écoutent l'émission de radio que j'anime, I Love Mes Cheveux, ben, l'ont entendu. C'est la dernière émission qu'on a faite. Ça sera peut-être d'ailleurs la dernière émission de la saison, parce que je ne vois pas très bien quand je vais enregistrer une émission là d'ici la fin juillet. Bon, on ne sait pas trop. Donc Sergio Diaz Menendez, on a fait une émission autour des littératures indo-océaniques et je lui ai prêté des livres de Ananda Devi qu'il ne connaissait pas. Donc je lui ai prêté Sylvia P, hein, ce livre très beau dont j'ai parlé dans Je range mon bureau numéro je ne sais pas combien. C'est chez Bruno Doucet, c'est une sorte de récit poétique autour de la figure de Sylvia Plath, mais comme c'est Ananda Devi, ça va un petit peu vers autre chose quand même. J'avais ressorti Le Rire des déesses parce qu'en fait, Sergio Diaz Menendez, il a fait une conférence dans laquelle il parlait de ce livre-là, donc je l'avais refeuilleté. Et puis j'avais prêté aussi à Sergio Diaz Menendez ce livre qu'il ne connaissait pas, dont j'ai parlé là aussi il y a quelques années quand il est sorti dans Je range mon bureau. Et vraiment, je vous le recommande, c'est un très beau roman. Lorsque les cerfs-volants se mettront à crier, de Davina Itou,
qui est une écrivaine mauricienne également. Et c'est très beau, et c'est chez Projectile. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai ensuite? Eh bien, on va continuer. Ah ben tiens, je vais vous parler d'un livre de Gene Reese que j'ai beaucoup aimé, et un livre de que j'ai lu, oui, si, que j'ai beaucoup aimé, et puis un livre de Gene Reese que j'ai encore à nouveau pas réussi à relire. Alors, le livre de Gene Reese que tout le monde connaît, c'est Wide Sargasso Sea. Il est dans toutes les biblios, tout le monde en parle. Je l'avais lu en entier il y a longtemps, et en me forçant un peu à le lire. J'avais pas trop aimé ce livre. Et puis là, je me suis dit, allez, tu vas y aller, tu vas le relire, peut-être qu'avec la distance. Alors là, c'était encore pire. J'ai pas du tout réussi à rentrer dedans, et j'ai arrêté au bout de 20 pages parce que j'ai plein de choses à faire. Donc, je ne vous parlerai pas de White Sargasso Sea de Gene Reese, et vous avez le droit de me jeter des tomates virtuelles. Si vous adorez ce livre, vous avez certainement raison d'adorer ce livre. J'ai pas réussi à rentrer dedans. En revanche, j'ai lu un roman beaucoup plus ancien, antérieur, de Gene Reese, qui appartient à la première partie de sa carrière, de son œuvre, After Leaving Mr. Mackenzie, qui doit dater des années 30, je pense, il faudrait vérifier, de 1930, pile, et qui est un roman qui tourne autour d'une figure comme ça de femme qui se trouve sans mari, hein, elle quitte son mari, parce qu'elle en a assez en fait, parce que c'est une relation, on dirait aujourd'hui une relation toxique, une relation de maltraitance, et donc elle le quitte. Et Gene Reese va raconter un peu la galère de cette femme à Paris, puis à Londres, le fait que elle se retrouve dans une situation économique extrêmement problématique, et peut être dans une situation psychologique de dépression en fait très forte qui ne dit pas son nom en fait, et c'est très beau parce que justement elle raconte tout ça de manière extrêmement précise, mais sans jamais justement plaquer une terminologie psychologisante sur ce qui arrive à cette femme, et j'ai trouvé ça très émouvant. C'est un petit roman, hein, ça se lit assez vite, mais c'est assez beau, ouais, c'est assez bien écrit, non, j'ai trouvé ça vraiment attachant. After Leaving Mr. Mackenzie de Gene Reese. Et un livre que je n'ai pas réussi à finir parce que ça m'a un peu agacé, c'est Echo, livre que j'avais acheté l'an dernier au Festival Étonnant Voyageur. C'est un roman lituanien, Valdas Papievis, traduit par Caroline Palioulis. C'est aux éditions du Soupirail, petite maison d'édition indépendante du Calvados, qui a déjà d'ailleurs publié un autre livre du même auteur par la même traductrice, Un morceau de ciel sur terre. Voilà. Alors, c'est pas mal, c'est bien écrit, l'idée est intéressante. Ça se passe en fait dans un futur très proche où les villes se vident de plus en plus de leurs habitants, hein, tout le monde part, tout le monde s'en va. Et donc, il y a ce personnage, ce narrateur qui, dans un Paris déserté ou quasiment déserté, se promène, erre de lieu en lieu, squatte, entre par effraction ou pas, dans un certain nombre de logements abandonnés, notamment pour y dormir, pour y trouver de la nourriture, etc. Et il est accompagné par un chien un peu énigmatique qui devient un peu une sorte d'alter ego et qui s'appelle Echo. Et moi j'ai arrêté au bout de 50 pages et quelques, donc la moitié du roman, parce que c'est pareil, c'est un roman relativement bref, parce que d'abord j'ai trouvé l'écriture vraiment surdéterminée et agaçante. En fait, j'ai vraiment trouvé qu'il se regardait écrire, hein, pour le dire autre. Alors je ne sais pas jusqu'à quel point c'est un effet de la traduction ou pas, ça c'est très difficile à dire, mais je pense qu'il y a vraiment un côté extrêmement poseur, extrêmement ouais, il y a un côté oui, regardez-moi écrire, à faire un peu le malin comme ça. Et puis élément qui vient renforcer ça et qui moi m'a rendu vraiment la lecture du livre insupportable, ce sont les très nombreuses notes de bas de page dans lesquelles, alors il signale, et je pense que là c'est vraiment l'auteur, il signale toutes les allusions à ses autres romans. Et donc ça veut dire qu'à un moment, ça commence assez vite en fait. Il faudrait que je retrouve ça. Voilà, ça commence. Alors, parfois, il y a allusion au poème de Fernando Pessoa, etc. Ce qui déjà m'agace parce que très sincèrement, l'intertextualité, le principe même de l'intertextualité, c'est que il y a des lecteurs, lectrices qui vont comprendre l'allusion et d'autres qui vont pas la comprendre. En plus, il y a vraiment des allusions qui moi m'ont paru extrêmement évidentes. Et donc je me dis que j'ai pas une culture littéraire si énorme que ça. Donc si je voilà, tiens. C'est mon travail, volonté et représentation. Note de bas de page, allusion à l'œuvre d'Arthur Schopenhauer, le monde comme volonté et comme représentation. Alors déjà, moi
je suis pas Schopenhauer, rien du tout. En fait, je crois que j'ai jamais rien lu de Schopenhauer. Quelques extraits comme ça pendant mes études de philo, mes études supérieures de Hippocagne pour la philo. Mais enfin voilà, c'est à peu près tout. Donc si déjà moi j'ai tilté, bon, il y a d'autres personnes qui tilteront. Donc je trouve la note de bas de page, elle alourdit vraiment le roman pour rien. Et puis alors surtout, il y a plein oui, ce que je disais, d'autoréférences. Allusion à un personnage d'un autre roman de l'auteur, Les émigrants d'un été. Personnage du roman de l'auteur. Donc il y a sans arrêt allusion au roman Les émigrants d'un été. Personnage et allusion au recueil de nouvelles de l'auteur, Les briquets anarchistes. Il y en a sans arrêt. Et alors, bon, c'est sans doute intéressant d'un point de vue littéraire qu'il constitue une œuvre dans laquelle il n'arrête pas de faire des allusions aux personnages de ses autres romans. Mais ça, voilà, soit on lit tous les livres de Papier Vis et on retrouve ça, soit on ne comprend pas et ça nous échappe et tant pis. À la rigueur, parce que moi je comprends bien ce qui se passe, c'est que comme il fait ce lien, alors surtout qu'en plus je trouve que dans l'écriture du texte, ça alourdit le texte, c'est extrêmement maniéré, extrêmement pesant, en plus je trouve ça pas terrible dans l'écriture même du livre. Mais bon, admettons, c'est un principe esthétique. Par exemple, tout aussi libre qu'Odile se sentait pendant la guerre lorsqu'elle pédalait sur son vélo dans les rues de Paris, occupée par les Allemands. Je ne l'ai pas inventé, c'est elle qui m'en avait parlé. Bon. Et là, on a une note de bas de page, personnage d'un autre roman de l'auteur, Odile ou la solitude des aéroports. Bon, ok. Bon, moi je trouve qu'il y a un côté, en plus c'est sans arrêt de l'analogie, c'est-à-dire, ah tiens, moi je trouve que ça fait un côté, ah je vous signale que j'ai écrit d'autres livres, venez les lire, achetez-les. Bon, il y a vraiment un côté un peu agaçant comme ça. Et puis surtout, voilà, je pense que le texte, il peut être comme ça, sans qu'il y ait toutes ces notes de bas de page. C'est-à-dire, il pourrait y avoir vraiment une note en tête. Moi, il me semble que c'est comme ça que devrait fonctionner ce texte. En tout cas, c'est comme ça que moi, il ne m'aurait pas agacé. Parce que là, ça a fini par me faire jeter le livre parce que j'en pouvais plus de ça. Ça et le fait que l'écriture ne me convainquait pas plus que ça, mais vraiment, c'est le point qui vraiment m'a fait lâcher la lecture, c'est ça. Donc moi, je pense qu'en fait, je pense que j'aurais été beaucoup moins agacé s'il y avait eu une sorte de petit avertissement au début, un certain nombre de personnages, et faut, je sais pas, un truc du style, ce roman est truffé d'eux, non, ça c'est un peu négatif, c'est mon point de vue, mais ce roman contient un certain nombre d'allusions à des scènes ou à des personnages de romans précédents du même auteur. Par exemple, Odile, etc. etc. Voilà. Euh, et puis voilà. Et après, tu mets aucune note de bas de page, et dès que le lecteur qui a lu cet avertissement tombe sur comme Odile, comme machin, etc., ah oui, ok, d'accord, c'est pas les personnages de ce roman, c'est les personnages d'un autre roman. Et après, tu trouves ça bien, tu trouves ça pas bien, mais déjà au moins ça vient pas sans arrêt interrompre ta lecture avec cette espèce de côté, dire ah j'ai aussi écrit ça, ah j'ai aussi écrit ça. C'est vraiment pénible. Bref, bon, j'en parle trop longtemps parce que c'est pas grave en fait, hein, j'ai pas consacré beaucoup de temps et vite décidé d'arrêter. Mais voilà, c'est pour ça que ça m'a un peu agacé. Je pense que on est quand même sur des vraies questions textuelles, intertextuelles et puis éditoriales. Bon, Écho de Valdas Papievis, traduit par Caroline Palioulis, Soupirail. Néanmoins, soutenons les éditeurs indépendants. Et le Soupirail, l'éditrice est super sympa. Je le signale au passage, voilà, là, voilà, je suis pas très convaincu par ce livre, mais c'est pas grave. Alors, un certain nombre de livres en anglais, tiens, que j'ai bien aimé, mais ça fait déjà une demi-heure que je parle, alors vite. A Pagan Place d'Edna O'Brien, que j'ai emprunté à ma mère, parce que voilà, Edna O'Brien, c'était un nom comme ça, et je ne savais pas du tout ce qu'il y avait derrière. Et bien, en fait, c'est extrêmement impressionnant comme écriture, et moi, ça m'a un peu fait penser à Jamaica Kincaid. Alors, c'est avant Jamaica Kincaid, puisque Edna O'Brien, elle écrit ce livre, je ne vais pas dire de bêtises, mais c'est à la fin des années 60, il me semble. Il est publié en 70, donc c'est effectivement avant les premiers textes de Jamaica Kincaid. Pourquoi ça m'a fait penser à ça? C'est parce qu'il y a cette espèce de point de vue extrêmement itératif, extrêmement obsessionnel, dans lequel un très grand nombre de faits concrets sont mis en récit, et sont mis en récit en dessinant à petites touches tout ce qui n'est pas du fait concret, tout ce qui est l'interprétation du fait concret. Et c'est très très beau en fait. D'abord c'est très bien écrit, et puis c'est très émouvant. Moi j'ai trouvé ça vraiment très, très fort comme livre. Alors, vous avez remarqué qu'aujourd'hui je ne fais pas de lecture parce que je veux un peu rétrécir à la longueur des vidéos, tout en me débarrassant d'une partie non négligeable de ma pile. Mais voilà, c'est une très belle écriture. J'aurais bien aimé en lire un extrait quand même, c'est un peu dommage de ne pas en lire.
Allez, on y va. All of a sudden, you saw a banana without its skin on the ground under the outer spread of a tree. You backed away from it. It was slightly rotting. You ran back to tell, kept repeating it before you got there at all. Quick, quick, a banana, a banana. Bananas were phenomena. Scarcely any consignments came from foreign countries, and when they did, people were rabid to get them, and only city people got them because of being near the docks. There were young children who had never seen bananas at all, only in photos in a geographic magazine. He and she hurried down. No cows had had the opportunity to lick it, because they had been moved to another field that day, since there was a man supposed to have come to scythe the ragwort. The field was deserted except for the hosts of flies who drowsed in the cowpats. They were so still they looked to be dead. The three of you stared at it. There was conjecture as to if it was supernatural. All of a sudden she began to laugh, said she knew how it came to be there. Your father was not bucking any more. He asked her to explain, to elucidate. She said the red-haired tinker had come, and since she had 2 saucepans with leaks and he appeared sober, she had availed of his services and paid him 3 pence in coppers. Normally she paid him with bread and butter. She reckoned that he must have been given the banana, or he must have stolen it elsewhere on his travels, and since he had the hungry grass and got no bread and butter, he was driven to eat it, but didn't know how. She said Aborigines were on the increase. She said he'd have trouble with his number 2 trying to digest a thing like a banana skin. It was not like her to be crude. Your father said you would all go to the Wattles, and the 3 of you linked, with you in the middle. The sky and the earth had no division, and it was like walking towards heaven with your mother and father, and you linked and laughing. Alors j'ai lu un extrait sans donner du tout de contexte. Les personnes qui comprennent l'anglais auront entendu, je pense, un peu ce qui se passe ici. Une scène un peu voilà comme ça, ponctuelle, un peu étrange, où on trouve un reste de banane et on essaie de s'interroger dans cette campagne, dans ce lieu où à l'époque il n'y en a quasiment jamais, d'où ça peut venir, quelles sont les hypothèses. Et, donc, bon. Alors c'est un livre, une des raisons pour lesquelles moi, je suis très très fortement impressionné par ce livre, A Pagan Place, c'est que c'est un livre qui présente aussi le fait d'être une jeune, d'abord une jeune enfant, une adolescente, une jeune femme, dans un contexte effectivement de fort catholicisme, et puis dans un contexte de patriarcat, et puis voilà, de violence faite aux femmes. Mais c'est voilà, là, quand je le dis comme ça, c'est avec des mots voilà, qu'on entend tout le temps et qu'on utilise et dont on abuse peut-être, je sais pas, mais c'est fait d'une manière extrêmement forte et très belle en fait. Voilà, A Pagan Place d'Edna O'Brien. Et puis voilà, j'ai d'autres livres en français, en anglais, je sais pas. Donc je vais arrêter parce que je vais avoir plein d'autres choses à faire. Il est bientôt 11h. Je vais encore avoir, j'ai passé ma matinée dans des tâches domestiques ou ménagères et j'ai encore un certain nombre de choses à faire. Et j'espère que cet après-midi, je vais pouvoir me remettre au boulot. Voilà, c'était une petite vidéo histoire d'apurer un peu la pile. Je vous souhaite un bon début de mois de juillet. De bonnes vacances à celles et ceux qui en ont, et puis à nous autres, du courage et de la force. Allez, à bientôt.